Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Une, édition de ce jeudi 21 juillet 2022. En direct de nos studios de Douala, la première escale en kiosque, on part parcourir quelques-unes sélectionnées dans le cadre de ce programme. D'abord, la nouvelle expression qui remet au goût du jour l'affaire de déguerpissement de Dikolo, où est le rapport de la commission d'enquête s'interroge à la nouvelle expression. Le quotidien du Carrefour Bonakwamouan rappelle que mise sur pied avec frénésie après les différents mouvements d'humeur organisés par les victimes des casses du village d'Ikolo à Douala Bali, cette commission avait un mois net pour produire son rapport. 20 jours après la date limite, on attend toujours les tenants et les aboutissants de l'affaire d'Ikolo à lire dans les colonnes de la nouvelle expression de ce jeudi. Du carburant dans l'une des fenêtres de ce journal, pénurie, une manne pour les pompistes. C'est le constat fait par les reporters de la nouvelle expression qui ont observé que depuis le week-end du 23 juillet dernier, des pompistes dans certaines stations-service de Yaoundé ont instauré le monnayage pour être servis en carburant aux grandes dames de la masse en quête du précieux liquide. Reportage à lire en page 3 de la nouvelle expression. Carburant à la une de mutation. Calvaire à la pompe, titre le journal de la rue de l'aéroport. Retrouvé dans l'édition de ce jour, un reportage sur le chemin de croix des automobilistes et usagers de Yaoundé et Douala. Les mutants ont également travaillé sur l'impact économique de cette crise. Tout ça, c'est à retrouver en page 8 et 9 de Mutation. Toujours sur le carburant, le jour, titre panne sèche sur Yaoundé. Allez dans le quotidien bleu, le reportage dans les stations-service de la capitale, alors que le gouvernement annonce des dispositions dans l'approvisionnement. Le dossier du jour est à lire en pages 2 et 3. Le carburant a également retenu l'attention de la rédaction de l'économie quotidienne. Approvisionnement, le chemin de croix des automobilistes, pointe le journal de Thierry Ekouti. L'économie quotidienne souligne que la rareté du super et du gasoil persiste. Et pourtant, le 11 juillet 2022, Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, dans un communiqué, soulignait que d'importants volumes de ces produits sont disponibles. Rappelle le journal L'économie quotidien. Autre détail dans l'édition de ce jour. Restons sur le carburant avec le quotidien Émergence qui nous fait savoir que le syndicat national des chauffeurs professionnels menace. C'est un rapport avec la pénurie de ce produit. Autre précision sur les revendications de ce syndicat à lire en page 2 du quotidien Émergence. Coopération Cameroun-France à la une du Messager. Macron au Cameroun, rupture ou continuité, s'interroge le journal de Feu Pius Ndiawe. Subjugué entre ceux qui saluent cette visite et d'autres qui y voient un moyen pour le colon de renforcer son influence sur son ancienne colonie, le peuple ploie sous le poids des analyses, écrit le Messager. Le journal de la rue Bébé dit met face à face deux personnalités dont les points de vue divergent sur la visite de Macron en terre camerounaise. Il s'agit de Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et Kalis Beyala, la célèbre écrivaine. Autre précision à lire dans les colonnes du Messager. Génération Libre met en avant ce jour l'appropriation du nouveau cadre stratégique et de performance. Et fait savoir que le MINJEC renforce les capacités des responsables. Génération Libre souligne qu'un atelier de renforcement des capacités opérationnelles des responsables, des services centraux déconcentrés des structures attachées et structures sous tutelle du pôle 1, littoral, ouest, nord-ouest et sud-ouest, a été ouvert le 20 juillet dernier au centre d'instruction et d'application de police de Moutenguene par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu. Objectif, décline le journal, développer le savoir-faire, les compétences professionnelles et personnelles des participants afin de les rendre plus efficaces et plus performants. Il s'agira davantage pour les participants, écrit le journal Génération Libre, de s'approprier le nouveau cadre stratégique du MINJEC, s'approprier les enjeux et défis liés aux missions du MINJEC, etc. On rappelle que le pôle 2, à savoir Adamawa, Est, Extrême Nord et Nord, prendra le relais le 25 juillet et fait jusqu'au 28 juillet. Et enfin, le pôle 3, à savoir Centre et Sud, prendra part à l'atelier du 1er au 4 août 2022. Le tout sous la houlette du patron de ce département ministériel, Mounouna Futsu. Autre détail dans le bi-hebdomadaire Génération Libre. Et puis on termine avec le Forum Libre qui est disponible en kiosque cette semaine. L'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de débat revient sur les mouvements récemment opérés dans la préfectorale. Discrimination, ce département encore oublié, titre le Forum Libre. Le journal de Prince Aristide Gekam indique que les fils du Mbéré, du Logon de Chari, de la Benue, de la Momo, du Coupé Manengouba, de la Bumba Ngoko, de la KDI et du Kunki ont une fois de plus été marginalisés dans les nominations du 14 juillet dernier. Pendant ce temps, fait remarquer le Forum Libre, ceux de la Haute-Sanaga, de la Mézam, du Oignon, du Mbam et Kim, de la Lekié, de l'Anvila, du Mbam et Inubu ont plus de 2 préfets chacun, y compris les gouverneurs de région pour certains.
Iniquité et injustice, s'exclame le Forum libre. En exclusivité, découvrez les départements d'origine des 58 préfets et les 10 gouverneurs du Cameroun dans l'édition du Forum libre de cette semaine. Voilà, retour donc des kiosques pour gagner ce studio et ce plateau pour accueillir nos invités. Dans le cadre de la seconde partie consacrée aux échanges, on va disséquer quelques-unes parues ce jour et sélectionnées dans le cadre de ce programme. D'abord, à ma gauche, il est déjà là, Didier Dengue, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et à tous les internautes qui nous regardent tous les matins sur les plateformes digitales d'Equinox. Vous êtes le promoteur du site en ligne La Plume de l'Aigle. Effectivement, c'est toujours le même. Et c'est un journal panafricaniste. Voilà. Et un journal qui s'occupe également des questions de la sous-région, les questions de coopération internationale. Et puisque nous, ce matin, il y a un sujet qui me passionne, un sujet qui parle à toute l'Afrique et qui fait les choux gras de la presse panafricaine, c'est l'expulsion hier d'Olivier Salgado. C'est le porte-parole de la mission de paix des Nations Unies du côté du Mali. Et il a été expulsé par les autorités maliennes. Le communiqué a été signé hier par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui a donné 72 heures aux Français, parce qu'il est de nationalité française, de quitter le territoire malien. Pourquoi ? Parce que le porte-parole de la MINUSMA a fait des déclarations sur Twitter. Twitter, c'était un réseau social qui est très suivi dans le monde. Ça fait partie des réseaux sociaux les plus suivis dans le monde. Il a fait des déclarations après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako le 10 juin. Les 49 militaires sont accusés par Bamako de vouloir mettre en mal le dynamisme de reconstruction du Mali, parce que vous savez que le Mali traverse une crise sécuritaire depuis des années. Et malgré la présence des forces étrangères sur son territoire, la paix n'est jamais revenue du côté du Mali. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement de transition qui est dirigé par le colonel Assimi Goïta, qui a formé un gouvernement de combattants. Parce que quand vous voyez un ministre comme Abdoulaye Diop, c'est un soldat. Vous avez le premier ministre Chogué Kogala Maïga, et qui est également un soldat, et tout le staff qui est autour du président Assimi Goïta. Donc, le porte-parole de la MINUSMA, après l'arrestation des 49, 49 militaires considérés comme des mercenaires par Bamako, il a fait des déclarations pour dire que Bamako était au courant de l'arrivée de ces mercenaires, de ces soldats, de ces militaires ivoiriens à Bamako. Or, Bamako dit que je n'avais pas l'information, et même du côté de l'ONU, on ne reconnaît pas ces soldats. C'est vrai qu'Abidjan dit que c'est une opération normale, mais le porte-parole n'arrive pas à apporter des preuves de ces différentes déclarations. La raison pour laquelle il a été expulsé, et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est vrai que la MINUSMA regrette cette expulsion, mais c'est un acte de souveraineté, je pense. Tout à fait, vous parlez de coopération. On peut également évoquer la coopération Cameroun-France, avec Macron qui est annoncé de plus en plus au Cameroun. Effectivement. Le messager qui a titré par exemple rupture, continuité, vous inscrivez dans quel sillage? Rupture, continuité? Bon, rupture, peut-être avec les anciennes actions, les actions coloniales, parce que la France est consciente que le Cameroun n'est plus ce pays soumis, un pays qui va où les colons voudraient qu'il aille. Je pense qu'à ce niveau, il y a déjà un respect qui s'installe, continuité, parce qu'il faut garder les relations avec les partenaires internationaux du Cameroun. On ne peut pas jeter tout le monde comme ça. Peut-être il faut repenser les termes de la coopération, et je pense que les deux mots peuvent aller ensemble. Ok, merci Didier Dengue d'être avec nous sur ce plateau encore ce jeudi, en face de vous pour croiser le verbe et disséquer les unes parues ce jeudi.
Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour aux milliards d'auditeurs téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue qualitative des journaux qui paraissent au pays de l'apiro de Mbanga. Alors, je vous lance directement sur ce sujet, sur lequel Didier Dengue épiloguait tout à l'heure. Macron a annoncé au Cameroun, ça se précise davantage. Vous inscrivez dans la rupture ou la continuité? Je vais dire que c'est les deux. Les deux parce que Macron a achevé un premier mandat dans lequel il a snobé le Cameroun. Il y a encore quelques mois, il était à... Pourquoi vouloir absolument dire qu'il a snobé? Est-ce que l'agenda le permettait d'être au Cameroun? Il y a quelques mois encore, il était un jet de pierre. Un jet de pierre du Cameroun. Et il ne s'est pas gêné pour nous rendre visite. Je crois qu'il a compris que le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, qui est présenté avec beaucoup de pertinence comme étant la locomotive de la sous-région Afrique centrale, et qui reste un des rares précarés sur lequel la France peut encore compter. Il est plus qu'urgent pour lui de se plier en quatre, de faire profil bas, pour espérer encore que ce précaré-là ne lui échappe pas totalement. Vous savez qu'aujourd'hui, le discours anti-français est de plus en plus présent dans la plupart des pays africains. Il y a le mouvement panafricaniste qui prend de l'ampleur. Et il n'a pas intérêt à ce que ce qui s'est passé au Mali et dans d'autres pays de la sous-région puisse se répercuter sur le Cameroun. Aujourd'hui, de plus en plus de pays africains pensent à battre leur propre monnaie. Vous imaginez que si une réflexion comme celle-là est menée de manière approfondie au Cameroun, ça veut dire que la France aura de sérieux soucis à se faire. Et je pense que ça me conforte davantage dans l'idée selon laquelle vous savez que la plupart de nos devises sont au trésor, dans le trésor français. On travaille quasiment pour eux depuis les indépendances. Et moi, cette visite me conforte dans la posture que j'ai toujours eue, que dans l'Afrique, en Occident, a plus besoin de l'Afrique que du contraire. Et ça m'amène à inviter les Africains qui nous regardent à relire l'excellent ouvrage de Cécile Robert, L'Afrique au secours de l'Occident. Pour dire qu'en fait, que c'est l'Afrique qui vient au secours de l'Occident et pas le contraire. Voilà, et pas l'inverse. Voilà. Donc, prenons la une de la nouvelle expression qui remet au goût du jour l'affaire des déguerpissements de Dikolo. La nouvelle expression qui nous révèle ce matin que le rapport de la commission d'enquête est toujours attendu. 20 jours après la date limite, on attend toujours le rapport de la commission ad hoc qui avait été mis sur pied après la grogne des populations de Dikolo qui ont été cassées, déguerpies de ce côté-là. Didier Dengue, où en est-on avec ce rapport? Vous avez essayé d'investiguer. Que se passe-t-il véritablement? C'est vrai que les populations attendent ce rapport de la commission qui avait été mise sur pied par le gouverneur de la région du littoral. Et jusqu'à présent, malgré les investigations, malgré les différentes interrogations, rien ne filtre concrètement sur ces rapports. 20 jours après sa mise sur pied, la mise sur pied de la commission, on se sera attendu à ce qu'on nous présente les grandes lignes de ce rapport. Est-ce que l'enquête a réellement prospéré? Est-ce qu'il y a... il y a des résolutions qui vont être prises par les autorités. Est-ce qu'il y a des suggestions? Parce que même les membres de cette commission ne disent rien tout autour. Pendant la période, parce que c'était un mois pour livrer le résultat de l'enquête, pendant cette période, ils ne communiquaient pas. C'est vrai, il fallait se concentrer sur les travaux. Mais jusqu'à présent, 20 jours après, on n'a pas... les résultats ou alors les grandes lignes de cette enquête. J'aimerais interpeller les libres penseurs, un peu comme l'honorable Malise Bell, qui est membre de cette commission. Qu'en est-il réellement, actuellement, honorable? Si vous nous suivez, il faudrait peut-être donner quelques... Ou alors, le gouvernement vous a demandé de ne rien communiquer, de ne rien dire sur les résultats de cette enquête. On se pose des questions.
malgré les différentes enquêtes qui sont faites par les journalistes, rien ne fit concrètement. Le rapport, le résultat de l'enquête est gardé. On ne sait pas certainement. Yaoundé est en train d'étudier pour ressortir quelques morceaux choisis qui vont être partagés au niveau des médias. Je ne sais pas, donc on se pose des questions. On rappelle quand même qu'il y avait 3 sous-commissions dans cette grande commission de recensement des habitations, sous-commission de recensement du matériel et une autre commission chargée du recensement immatériel. Donc c'est bien ça, Guy Fongan. Alors que peut traduire ce flou artistique entretenu autour de cette enquête-là? Non, il n'y a pas de flou. On s'inscrit dans le sillage des enquêtes qui ont toujours été souvent diligentées, mais donc n'ont jamais obtenu les résultats au Cameroun. Non, il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de flou parce que ce rapport n'a pas vocation à être... n'a pas vocation à être mis dans l'espace public aussi rapidement. Ce n'est pas sa vocation première. Souvenez-vous très bien... C'est aussi censé faire ça, voulez-vous dire? Souvenez-vous très bien, d'ailleurs, le gouverneur, que je salue au passage, avait réussi, a eu l'agilité de réunir toutes les parties autour de l'arbre à palabre pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans, pour qu'il n'y ait pas d'éclat de voix, pour qu'il n'y ait pas une mort d'homme. Je voudrais rappeler que c'est un problème hautement sérieux. Et d'ailleurs, le gouverneur les avait réunis sous très haute instruction de Yaoundé. Et rappelez-vous très bien que le chef de l'État, quand cette affaire commençait, l'État revenait à peine du Cameroun, il a été saisi par les chefs traditionnels Douala qui ont présenté la gravité de la situation et il était demandé de stopper rapidement les travaux à Dikolo. Et je voudrais quand même rappeler, et la presse fait bien en parler, d'ailleurs le récit médiatique à mon sens n'est pas suffisamment, j'allais dire prolixe sur la question. Je voulais dire que 70% des litiges dans nos tribunaux sont des litiges fonciers. Ça veut dire que s'il y a une prochaine guerre au Cameroun, elle risque d'être une guerre foncière. Et l'expropriation cavalière et sauvage qu'ont subi les gens de Dikolo n'est pas de nature à ramener la sérénité et la cohésion sociale au sein de notre environnement. Vous avez vu avec quelle difficulté le porteur du projet a eu la peine à présenter la pertinence de ce projet-là. Je voulais dire qu'ils ont posé des problèmes clairs. Les commissions, jusqu'ici, d'après certaines indiscrétions, la première décision qu'ils attendent, les personnes de Dikolo, c'est qu'ils soient recasés à Dikolo et pas ailleurs. Et qu'ils soient indemnisés par ceux qui ont été à l'origine de cette casse-là et qui reviennent s'installer à Dikolo pas ailleurs. C'est la première grande résolution. Donc tout ce qu'on va dire, tant qu'on n'aboutit pas à ça, on n'aura pas réglé le problème de fond. Donc, il se trouve que malheureusement, d'après à l'épreuve de la réalité, cette expropriation n'obéit pas aux règles de l'art et la plupart des juristes experts en la matière estiment que nous qui avons un peu enquêté sur le sujet, il se trouve que ça a été un peu fait de manière qu'avec beaucoup d'hôtels ont construit à Douala, on a cassé personne, on a déguerpi personne, ça s'est fait tout récemment sous nos yeux, on a vu les hôtels sortis de terre sans qu'on ne déguerpisse personne. Donc ils auraient pu, parce qu'ils ont commencé par le Hilton, après après c'est devenu Marriott, donc chaque fois on a l'impression que le projet était un projet sans tête ni queue et qui a mis les populations dans une posture inconfortable. Pour sortir, je voulais dire que Douala Mangabel, qui avait été pendu le 8 août 1914, ça va faire exactement 108 ans, le 8 août prochain. Il se trouve que les populations de la zone envisagent, avant ou pendant cette date-là, organiser une grande cérémonie au cours de laquelle ils vont dire soit merci au chef de l'État d'avoir rétabli les populations dans leurs droits, soit exprimer leur ras-le-bol et leur mécontentement. Et il faut dire que Douala Mangabel, comme les Ngosodine, comme les Oumyobé, comme les Ernest Wandi n'appartiennent pas au Sawa. C'est un patrimoine camerounais qui appartient à l'histoire du Cameroun. D'ailleurs, il y a un décret de 2011, il est réhabilité pour la plupart comme héros nationaux. Et c'est une date historique, symbolique, qui cristallise notre vivre ensemble. Et il y a un événement de grande facture qui se prépare par les savoirs ce jour-là pour davantage exprimer leur position par rapport à cette affaire de Dikolo. Donc il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. Nous, Didier Dengue, est-ce qu'on n'est pas là dans un jeu d'usure pour qu'on essaie d'oublier un tout petit peu cette affaire et puis peut-être un jour on verra sortir de terre cet hôtel-là par exemple? Il y a eu des précédents, non? Il y a eu des précédents.
Mais pour rester dans la même logique que Guy Hervé, les populations veulent leur territoire, c'est-à-dire ne veulent pas être recasées ailleurs. Et les résolutions de cette enquête qui n'est pas encore publique, peut-être Guy Hervé est dans les secrets des membres de la commission pour savoir que les résultats n'ont pas besoin d'être publiés ou alors dans les médias. Et là, on respecte... Ça viendra. Oui, donc j'ai bien dit qu'il était dans les secrets. Donc aujourd'hui, il est question pour les autorités de remettre le territoire de Dikolo aux ayants droit, parce qu'il y a toujours des problèmes. Quand vous suivez l'un des personnes qui suivent, un peu comme Elimbi Lobé, il vous dit que c'est de façon illégale et il persiste et signe qu'il y a des titres fonciers qui n'appartiennent pas. Donc tout ça a été cassé de façon illégale. Donc, et il revient donc à Yaoundé, aux autorités en place, de rétablir la vérité et de retrocéder ce village aux ayants droit. Ok, en tout cas, on attend les résultats donc, de cette enquête qui seront probablement rendus publics, comme le rassure Guy Hervé Fongan. On va passer à notre sujet qui revient tous les jours sur le sujet de l'heure et la pénurie du carburant. Beaucoup de tabloïds ont encore consacré leur grande une à cette pénurie du carburant-là. Et cette fois-ci, avec chaque jour son lot de rebondissements, on apprend par exemple qu'il y a un rationnement qui est fait dans les stations et qu'il y a même des monnayages qui se font au niveau des pompistes qui essaient de donner du carburant, de vendre du carburant à ceux qui ajoutent 500 francs, 1000 francs CFA de plus en attendant les solutions du gouvernement qui coincent et les syndicats qui menacent de faire grève si le gouvernement ne venait pas trouver des solutions efficaces. Guy Hervé Fongan, vous suivez cette actualité depuis quelques jours, on est là dos au mur, on s'achemine résolument vers une hausse des prix, il n'y a pas de carburant, les syndicats menacent, il y a ces monnayages. Comment est-ce que vous commentez cette actualité aujourd'hui? Non, j'estime que la presse fait bien d'en parler parce que c'est une boîte de Pandore qui menace de s'ouvrir sous nos yeux. Et il faut que le gouvernement prenne toute la mesure de la gravité de la situation qui pourrait produire des dégâts collatéraux inimaginables. Il est urgent aujourd'hui que nous qui avons vécu 2008, nous souhaitons plus vivre ce douloureux souvenir dans la mémoire collective. Il faut dire qu'à la vérité, l'augmentation du prix du carburant à la pompe a des répercussions dans tous les pans de la société. Et on peut être dans un environnement où tout a augmenté, tout sauf les revenus des Camerounais moyens que nous sommes. C'est assez... Il faut dire les salaires pour que tout le monde comprenne. Oui, les salaires. Donc tout a augmenté sauf les salaires. C'est bon, quand vous dites salaire, celui par exemple qui fait la vente à la sauvette ne peut pas être... oui, maintenant le revenu est... Parce que s'il n'arrive pas à faire son chiffre d'affaires, parce que celui qui vient acheter n'a pas d'argent, ça veut dire que lui-même son revenu est statique et il est obligé de payer la moto qui paye à 200 francs. Il peut arriver en Koulouloun, il la paiera à 300 ou à 400 francs, alors qu'il a exactement le même chiffre d'affaires. Donc ça va, ouais, que ça se répercute. Et pareil pour la femme qui vend la tomate au marché Sandaga ou à Mokolo, c'est pareil. Donc le consommateur, le Camerounais final que nous sommes, va vivre ça dans sa chair. Non, il faut que le gouvernement se... Je pense que dans des pays sérieux, ils ont appelé la prime à la consommation. Parce que la subvention du carburant, jusqu'ici, ne profite qu'à une certaine catégorie de personnes, en fait. Et malheureusement, c'est ceux-là même qui ont les moyens de payer le carburant au prix normal qui bénéficient de la subvention. C'est-à-dire que vous et moi qui avons des véhicules, cette subvention ne nous profite pas à grand parce que c'est eux qui ont les bons de carburant. Vous vous souvenez d'un plan du régime qu'on avait incarcéré, il avait près de 30 millions de bons de carburant à la maison. Ça c'est même, on a trouvé des bons de carburant qui étaient moisis et calcinés. On peut dire qu'en fait, c'est ceux-là qui doivent payer pour les autres en fait. Parce qu'on est en train de s'acheminer vers un sacrifice des plus misérables, qui sont les plus nombreux, qui n'ont toujours pas le pouvoir d'achat conséquent. Et donc, quand il suffit que vous arrivez dans une station, au regard de votre gros cylindrée, on présume que vous pouvez payer le prix de la consommation. Non. Mais ceux qui ont un revenu moyen, qui sont visibles, qui sont connus, on ne peut pas obliger ceux-là à se sacrifier, alors que ceux qui profitent même ceux qui font de la rente, des dividendes du système en place,
vivent la même situation que les autres, alors qu'en réalité, ils ont plus de moyens, qu'ils sont peut-être 20% qui ont pris 80% de l'essentiel des richesses. Aujourd'hui, on nous oblige à subir une subvention, en réalité, qui ne profite qu'à eux et pas au bas peuple. Didier Dengue, quelle est votre lecture de ce calvaire que vivent les automobilistes depuis quelques jours? Mais je pense que les autorités sont en train de travailler sur la question et il ne faut pas perdre de vue que on a des stocks de sécurité et que nous avons des marketeurs. Mais qui circulent entre eux. On nous dit que les stocks sont disponibles, mais on aimerait voir mais pas. ces stocks-là, c'est Il y a des files d'attente dans les stations. Il y a les files d'attente dans les stocks de stations. sécurité, c'est entre les gens qui ont les bons de carburant. C'est toujours entre eux. Qu'est-ce que ça se distribue? Permettez à Didier de développer. Oui, en fait, c'est pour dire que concernant ce problème, les autorités, j'ai l'impression qu'actuellement les autorités sont en train de travailler sur la question parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que nous arrivons à la situation de 2008. Parce que 2008, vous avez vu, c'est vrai qu'après 2008, il y a certaines choses qui ont été faites. Nous avons eu une panoplie de marketeurs pilotés d'une manière ou d'une autre, même dans l'ombre par Yaoundé, ce qui permet au Cameroun d'avoir plusieurs marketeurs, c'est-à-dire plusieurs stations qui appartiennent aux opérateurs économiques de notre pays. Parce que si une institution ou alors une entreprise comme c'était le cas avant avait le monopole de la distribution du carburant, la situation de 2008 devait se préciser. Donc, à ce moment, ce que nous vivons, c'est peut-être la répercussion de la pression du Fonds monétaire international qui voudrait qu'on arrête, que le Cameroun cesse de subventionner le carburant à la pompe. Et je me dis... Vous croyez à la thèse du complot? Certains l'ont avancé, hein? Ben, pourquoi je crois à la thèse du complot? Je crois à la thèse du complot parce qu'on a souvent eu des documents qui fuitent au niveau des grandes chancelleries et qui vous disent après cette crise, il faudrait asphyxier le Cameroun. Mais Yaoundé est conscient, je pense, qui sont conscients qu'il y a des lobbies qui voudraient que le Cameroun soit dans un bordel total et ils ont intérêt à ce que tout retourne à la normale. Sinon, on traversera le pire. Non, je pense qu'il faut éviter de voir le complot dans chaque situation dans laquelle on se trouve finalement. Je pense que nous ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. On était carrément dépassé. Et cette histoire, on aurait pu l'éviter. Je pense qu'on est... Trouver des solutions, ce n'est pas du fait de vaudou, de faire du vaudou comme ils sont en train de faire en ce moment, avec les ministères de l'eau et de l'énergie et tel que ça se voit au quotidien. Trouver les solutions, c'est de poser des actes forts et des solutions durables. Aujourd'hui, vous avez la CSPH et la SONARA qui ne dépendent pas du même ministère. Et donc, cette cacophonie n'est pas de nature à amener la sérénité autour de l'opacité qu'il y a autour. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire de manière exacte qu'est-ce que le pétrole nous ramène parce qu'il y a une sorte d'omerta sur les revenus générés par le pétrole. La SONARA ne dit presque jamais rien. Non, ce que nous souhaitons, la SONARA, au départ, dans ses missions, c'est pour raffiner notre propre pétrole. Donc il est totalement incongru que plusieurs années après, qu'on en soit incapable à raffiner notre propre pétrole. Donc ce que nous, les Camerounais, souhaitent, c'est qu'on trouve des solutions durables. Il me semble qu'à une certaine époque, un certain Charles Métouk avait démontré avec suffisamment d'élégance et de pertinence qu'on pouvait raffiner notre propre pétrole. Mais comme derrière cette affaire de gros sous, il y a encore, voilà, il y a des intérêts financiers, de gros enjeux. Et il se murmure que autour de ça, c'est une entreprise qu'on va passer qui est française. D'ailleurs, Macron arrive dans quelques jours et je suppose que ce sera un des sujets de discussion qu'il va aborder avec le président. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais nouveaux pensent qu'on a la capacité, la ressource, l'expertise pour raffiner notre propre pétrole. Il faut qu'on ait le courage politique d'y arriver pour améliorer la qualité de vie des populations. Et non de faire du cosmétique comme ils sont en train de faire en ce moment. Raffinons notre pétrole, ça on peut le faire, on en a les moyens. Merci Guy-Hervé Fongan, ça va souvent très vite à la revue des Grandes Unes parce qu'il y a des sujets intéressants et passionnants pour nos téléspectateurs. On se dit merci à vous à la maison d'avoir regardé, merci à nos équipes techniques autour de Emos Fongo. On se donne rendez-vous demain à 9h20 pour la dernière édition de la semaine. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Tout de suite derrière, c'est 10-12, le Zénith.